Salut et bienvenue dans le Mycélium. Je m'appelle Claire et sur ce podcast, je te partage mes lectures et mes apprentissages pour nourrir nos réflexions, décristalliser nos idées reçues, se mettre à la page sur les questions de féminisme, de diversité et d'inclusivité dans toutes leurs ramifications. À chaque fois, je te propose de suivre un nouveau filament du Mycélium pour voir où il nous mène. C'est parti pour l'épisode du jour. Au fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, savais-tu que tu peux retrouver toutes les transcriptions et les bouquins cités sur le blog du Mycélium? Chaque épisode s'accompagne d'un article dédié. Pour ça, rendez-vous sur lemyceliumpodcast.wordpress.com. Aujourd'hui, j'avais envie de te proposer une réflexion sur le travail. Une réflexion que j'avais amorcée dans ma missive inclusive, mais qui a très vite débordé du format. Et donc, plutôt que de sabrer un sujet aussi essentiel, j'ai décidé de t'en parler ici, dans la Director's Cut, de façon plus approfondie. La missive inclusive, au passage, c'est ma newsletter bimensuelle. Et si tu veux la recevoir, fais-moi signe ou va voir le lien sur le blog. Donc, le travail. Encore un sujet qu'on nous présente comme chiant et rébarbatif alors que c'est passionnant. S'il y a bien un sujet pour lequel on a des sacrées couches à déconstruire, c'est celui-là. Clairement, tout ce qu'on nous apprend à l'école est à mettre à la poubelle et ça n'est pas un accident. Donc, prépare-toi une bonne tisane parce que le menu du jour est dense, mais vraiment important. Cette réflexion est partie d'un entretien de Bernard Friot au Salon de l'Opium, que je ne peux que te recommander car ça m'a retourné le cerveau et ça m'a vraiment aidé à comprendre plein de trucs. C'est sur YouTube, je mets les liens en description comme d'habitude. Et on reviendra sur Bernard Friot dans quelques minutes. À l'heure où l'IA, pour le meilleur et surtout pour le pire, prend de plus en plus de place sans qu'on nous demande vraiment notre avis, il devient vraiment urgent de discuter notre rapport au travail, le redéfinir, le repenser, parce que ça ne va plus marcher longtemps comme ça, cette histoire. Mais vous allez voir qu'ils vont encore nous dire que qui aurait pu prévoir qu'on allait droit dans le mur. Le problème du mot travail, c'est qu'il est beaucoup trop polysémique, c'est-à-dire qu'il a beaucoup trop de sens différents qui créent une confusion. Et pour bien commencer, je vais ouvrir avec une anecdote qui illustre bien le problème de cette polysémie. À mes heures perdues, en bon rat de bibliothèque, je suis naturellement devenue bibliothécaire bénévole. L'autre jour, une lectrice me demandait si je travaillais ici depuis longtemps, avant de se reprendre. Enfin, vous ne travaillez pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais bien sûr que je travaille, même si je suis pas payée, ça d'accord. Si je viens à ma permanence en retard, bourré, avec ma culotte sur la tête, on va voir si c'est pas un travail. On va voir si je vais pas me faire rappeler à l'ordre ou me faire virer, à juste titre d'ailleurs. C'est pareil pour ces fameuses femmes au foyer qui, soi-disant, ne font rien de la journée, parce que tout ce qu'elles font n'est pas payé, donc pas valorisé, invisibilisé, vu que dans notre société, c'est l'argent qui confère de la valeur. Et un dernier discours qui me gonfle proprement, c'est cette dichotomie complètement à côté de la plaque entre travail et loisir. On nous apprend très tôt que travail et plaisir sont les deux extrémités d'un spectre. Et dès qu'on n'a pas un des 3 P sur le dos, les parents, les profs, les patrons, selon le cas, il faut fuir le travail et donc poser son cerveau. Mais si, vous savez, quand on vous dit « Oh, mais pourquoi tu lis alors que tu pourrais regarder le film ? Tu réfléchis trop, tu devrais poser ton cerveau de temps en temps, etc. » Évidemment, tout ça on me l'a vraiment dit, je n'invente jamais rien. Une bonne fois pour toutes. Le contraire du plaisir, ce n'est pas le travail ou l'effort, c'est le malheur ou la dépression. On peut prendre plaisir au travail et s'ennuyer comme un rat mort en regardant son cerveau posé sur la table basse du salon. En tout cas, c'est comme ça que je m'imagine quand on me dit de poser mon cerveau. Donc, pour résumer, le travail peut désigner une activité rémunérée et déclarée, ça c'est la définition économique, c'est ce qu'on a appris en cours d'éco au lycée. Ça peut aussi être le travail rémunéré mais non déclaré, qu'on appelle parfois travail au noir, parce qu'à l'origine il se faisait la nuit. Ça peut être une activité fastidieuse ou contrainte, mais aussi les activités domestiques gratuites, le bénévolat, et j'en oublie sans doute encore. Mais quand le travail est pensé, notamment en politique, on ne pense qu'à la première définition, celle qui rapporte des sous-sous, mais aussi celle qui est encadrée, contrôlée, maîtrisée, les contrats de travail, les impôts, etc.
Et si tu veux mon avis, cette ambiguïté n'est pas accidentelle, parce qu'elle permet d'occulter les autres formes de travail. Là, j'ai envie de m'arrêter sur un petit point linguistique. Mais si, la linguistique aussi, c'est fun. On va débunker une idée reçue, du genre « Ah mais ça change tout alors si c'est pas vrai !» et une petite spéciale dédicace aux nerds de la linguistique parmi vous. Je sais pas vous, mais à l'école, j'ai appris que l'étymologie du mot « travail », c'est tripalium, un engin de torture. Et c'est vrai que dit comme ça fait vraiment pas envie. Mais en fait, cette explication est un peu fantaisiste. Et si elle est aussi populaire, c'est sans doute parce qu'elle en arrange bien certains. Et par certains, je veux dire la classe dominante, sur laquelle on va revenir aussi tout à l'heure. Si ton travail est une torture, bon, tu ne questionnes pas le fait que ce soit difficile et que tu souffres. L'étymologie du mot travail n'est pas attestée avec certitude, plusieurs explications coexistent, mais une explication souvent avancée rapproche l'étymologie du mot travail de celle de travel, qui veut dire voyage en anglais. Donc la première syllabe serait tirée de trans, qui indique une dimension de passage, de transition, etc. Et val, qu'on entend dans dévaler ou dans balade, traduit un déplacement, un changement d'état. Donc travailler pourrait signifier franchir un obstacle, ce qui véhicule une idée d'effort, mais pas de torture. Encore une fois, la langue est instrumentalisée pour nous faire gober la pilule. Je te mets un lien d'un article du Cairn en description si ça t'intéresse. Et puisqu'on en est à parler de choix de mots, j'explique souvent que la classe dominante domine aussi la langue. On salue au passage l'Académie française, le masculin générique et tout ça. Et ça passe aussi par des petits choix de vocabulaire pas aussi anodins qu'il n'y paraît. Par exemple, parler de charge sociale ou de cotisation sociale, techniquement ça désigne la même chose, mais la connotation est très différente. Et dans le genre, on en a d'autres. Par exemple, on devrait arrêter de parler d'acquis sociaux et parler plutôt de conquis sociaux, histoire de ne pas oublier que certains et certaines se sont battus pour le moindre privilège que nous avons aujourd'hui et que la bourgeoisie ne nous a rien donné. Ni la retraite, ni les congés payés, ni le droit de vote, etc. Maintenant, comme promis, on va revenir plus en détail sur les idées de Bernard Friot. C'est un sociologue et économiste communiste qui est notamment beaucoup connu pour la notion de salaire à vie, qui, précisons-le, n'a rien à voir avec le revenu universel. J'avoue que j'avais mis un peu de temps à percuter la subtilité, mais avec l'entretien dont je parle plus haut, ça y est, j'ai bien compris. Le revenu universel, c'est un peu une rustine, le truc de dernier recours pour sauver le système en place. Le salaire à vie consiste quant à lui à détacher le salaire de notre activité professionnelle. Ce serait un droit inaliénable qu'on acquiert à la majorité, un peu comme la retraite, mais à 18 ans en gros. Ce salaire pourrait s'améliorer, non pas en fonction de notre poste, mais de nos qualifications personnelles. Et là, la panique morale de droite qui se déclenche telle une crise urticaire dès que tu sors ce genre d'idée, c'est « mais les gens seront payés à rien faire et donc ils ne feront rien !» suivi d'un truc du genre « mais qui va sortir les poubelles ?» Certainement pas toi, en tout cas. Est-ce qu'on arrêterait de travailler si ce n'est plus nécessaire à notre survie ? Bon, c'est sûr qu'il y aura toujours 2-3 feignants qui resteront dans le canapé toute la journée. Mais bon, c'est pas comme si on n'avait pas déjà des parasites aujourd'hui. C'est juste que nos parasites ne seront plus milliardaires. Oui, parce qu'un millionnaire qui bulle au bord de sa piscine, ça ne fait peur à personne, bizarrement. Moi, je crois au contraire qu'on travaillera toujours autant, mais différemment. On refusera les boulots mal payés, les atmosphères toxiques, les boulots purement alimentaires et non essentiels. Ce que l'anthropologue David Graeber appelle les bullshit jobs. Ce qui me fait penser que j'ai un livre à lire là-dessus, donc on y reviendra sûrement plus tard. Et qu'on revalorisera les boulots essentiels, utiles, mais aussi ceux qui nous procurent du plaisir ou nous intéressent. Et vous voyez qui c'est que ça va gêner, là, dans l'histoire ? Les personnes qui ne peuvent pas travailler pour gagner de l'argent, je pense notamment aux personnes handicapées, mais on pourrait aussi citer les étudiants et étudiantes, ne se demanderont plus comment satisfaire leurs besoins les plus primaires. On ne sera plus obligé d'accepter l'inacceptable par peur de perdre notre salaire, ni de se cacher derrière l'excuse de « mais je fais juste mon travail » pour faire des choses inhumaines. On revalorisera le travail qui n'est pas vraiment du travail, donc le bénévolat, les tâches ménagères. On pourra passer plus de temps en famille, entre amis, plus de temps pour semer son potager, se mettre à la cuisine, lire, jouer, écrire des podcasts au hasard, prendre le temps de ralentir, sans se demander comment on va faire pour la retraite.
Et on résoudra au passage en partie les problèmes d'écologie, de dev perso, de burn-out, d'inégalité sociale. Donc pour en savoir plus, je t'encourage à aller écouter Bernard Friot qui en parlera encore beaucoup mieux que moi. Dans cet entretien, toujours le même, une idée m'a vraiment retourné le cerveau. Oui, parce que la question du salaire à vie n'était pas nouvelle pour moi. Ça par contre c'était nouveau. Et a posteriori, je me suis dit, mais c'était un peu évident en fait. C'est que la classe dominante, contrairement à ce qu'on ou ce qu'elle nous raconte, ne contrôle pas l'argent. Enfin, si, mais c'est une conséquence, pas l'origine. La classe dominante contrôle le travail. Ce qu'on considère comme du travail, ce qu'on produit ou pas, ce qu'on considère comme du travail qui mérite un bon salaire. Parce qu'actuellement, et on l'a bien vu pendant les confinements, les postes qui sont les plus rémunérés et donc les plus valorisés ne sont pas les boulots essentiels, mais les emplois dans lesquels on exerce un contrôle sur autrui. Plus on exerce de contrôle, meilleure est la paix. La classe dominante contrôle même tout ce qu'on considère en tant que société comme du travail ou pas. Et c'est tout l'enjeu des luttes féministes autour du travail domestique non rémunéré, entre autres exemples. Tout l'enjeu du principe de salaire à vie, c'est que tu peux plus facilement décider de ton travail, parce que c'est ça le vrai enjeu fondamental de toutes les luttes. Reprendre collectivement le contrôle de notre travail. Ce qui permettrait par exemple de décider de ne plus produire certains trucs. Je sais pas moi, des armes, des trucs inutiles qui polluent, des jets privés, j'en sais rien. Et il n'y a rien qui ne fait plus peur à la classe dominante qu'une majorité qui ne travaille pas sous la contrainte. C'est pour ça qu'on tape autant sur les chômeurs et chômeuses, les minima sociaux. Et que le premier truc qu'on pense, c'est « si c'est pas obligé, personne ne travaillera ». Clairement, ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui fait les choses par passion et je suis bien triste pour eux. Et là, je te renvoie à la réflexion sur le spectre travail-plaisir. D'ailleurs, Bernard Friot n'est absolument pas d'accord non plus là-dessus. Si on travaillait en décidant collectivement de notre travail, et pas juste pour gagner notre croûte individuellement, pour vraiment vivre et construire le monde qu'on veut, peut-être qu'on travaillerait même davantage, mais différemment. Par exemple, il faut plus de travail humain pour de l'agriculture paysanne qu'une énorme exploitation agricole mécanisée. Faire toi-même tes lasagnes, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est carrément meilleur que d'acheter du surgelé. Et voilà maintenant, tu as faim. Le hasard faisant toujours bien les choses, c'est pour ça que je planifie jamais rien. Dans la foulée de cet entretien, j'ai lu une petite pépite qui illustre cette idée, je trouve, parfaitement. Il s'agit d'un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers que je te recommande absolument. Comment je vais pouvoir te le décrire ? J'ai lu l'expression « cozy SF » que je trouve aller parfaitement pour décrire ce petit nid douillet de livres. Pour une fois, on a un monde post-apocalyptique qui ne donne pas envie de boire du glyphosate pour en finir plus vite. Et je t'avoue que je suis pas hyper fan du post-apo d'habitude. On a au contraire une humanité qui a frôlé la catastrophe et a décidé collectivement de changer complètement son rapport au monde, et donc à la production. Et ensuite, ça permet aux gens de décider individuellement de leur destinée, de ce qu'ils et elles ont envie de faire, dans le cadre décidé collectivement. Parmi ces décisions, l'humanité, par exemple, a choisi de ne plus faire recours aux robots, et donc elle voit aussi son rapport au travail changer justement. Tout ça, c'est décrit à petites touches en arrière-plan de la vraie histoire du livre, qui est passionnante elle aussi. On suit le parcours de Dex, moine de thé non-binaire, et de sa rencontre inattendue justement avec un robot. Si tu as envie d'essayer un livre écrit avec le pronom « Yel », ça te fera une raison de plus de te laisser tenter. Mais là, je suis complètement sortie de mon sujet initial. Bref, pour en finir avec le psaume pour les recyclés sauvages, son petit défaut, c'est qu'il ne fait que 130 pages et que j'ai fini avec plein de questions. C'est la première fois que je lis un livre de SF qui décrit un monde qui me fait autant envie. Une suite existe, il faut que je mette la main dessus, et en attendant, on va revenir à nos moutons de Panurge. Et avec une idée un petit peu volontairement provocante, qui est de faire de la valeur travail une valeur de gauche. Actuellement, si on te dit « valeur travail », tu vas penser « discours de droite », et tu auras bien raison. Mais il serait temps que ça change. Dans Une révolution intérieure, Gloria Steinem, une militante féministe de longue date, revient sur sa prise de conscience de la place de l'estime de soi dans les luttes progressistes en général. Elle décrit la façon dont le système patriarcal, mais aussi suprémaciste blanc, sape l'estime de soi des femmes mais aussi des autres minorités politiques,
notamment par le biais de l'éducation et des discours scientifiques. C'est un livre très intéressant. Pour résumer vite fait, elle présente l'estime de soi comme le fait de croire en sa propre valeur et en sa voix intérieure. À l'inverse, quand on manque d'estime de soi, on intériorise les limitations et les dévalorisations fixées par la société, et on est en plein dedans avec nos histoires de travail, tu vas voir. D'ailleurs, Steinem aussi a son idée sur le travail et sur cette idée de si on n'est pas obligé, personne ne travaillera. Elle cite l'exemple des bébés qui reçoivent un amour inconditionnel et qui apprennent, fournissent des efforts colossaux pour marcher, parler, tous ces trucs de bébés qui sont difficiles pour les bébés. Mais c'est un effort choisi, pas contraint. Personne ne paye les bébés pour apprendre à marcher et on ne te prive pas de dessert si tu mets 1 mois de plus à t'y mettre. Et sinon, on crierait vite à la maltraitance et on aurait raison. Gloria Steinem rappelle aussi que la mauvaise estime de soi est nécessaire pour faire le travail auquel on n'accorde pas de valeur. Sinon, personne ne le ferait. Mais qui s'occupera des poubelles ? Crient les gens de droite quand tu leur parles de salaire à vie. Eh bien, les gens que tu valoriseras et que tu payeras correctement pour le faire. Là, j'ai envie de te citer un passage de Une révolution intérieure que je trouve très parlant. Je cite : « L'idée de valeur intrinsèque est si dangereuse pour les systèmes autoritaires ou pour les démocraties imparfaites dans lesquelles certains groupes sont plus égaux que d'autres, qu'elle est condamnée comme une forme d'autocomplaisance, d'égoïsme, d'égocentrisme, d'impiété, d'esprit contre-révolutionnaire, ou tout autre terme qui rejette la faute sur l'individu. Si les gens estiment avoir une valeur qu'il n'est pas nécessaire de mériter, comment pourra-t-on les obliger à travailler ? Pourquoi devraient-ils continuer à fournir des efforts ? » Cette citation, je trouve, résume bien le discours dominant contre le salaire à vie, qui sert à forcer les gens à continuer dans la roue du hamster. Si on valorisait l'estime de soi des gens, on devrait aussi valoriser leur travail. Pendant que je réfléchissais à tout ça, un truc n'arrêtait pas de me tourner en arrière de la tête. C'était un discours qu'Emmanuel Macron, encore candidat à la présidence à l'époque, avait tenu devant des élèves pour expliquer comment il n'était ni de droite ni de gauche. Et tout ce temps, je savais bien que ça me gênait son explication, mais j'arrivais pas bien à mettre le doigt dessus. Bref, il expliquait que en gros, la gauche promeut l'égalité et la droite promeut la liberté. Et que lui, il est un peu des deux. Là, je vous laisse 2 secondes pour rigoler, et après on reprend sérieusement. Tu m'étonnes qu'il n'est ni de droite ni de gauche avec des définitions pareilles. Répétez après moi. Ce n'est pas parce qu'on s'adresse à des enfants qu'on doit les prendre pour des cons. Parce que finalement, est-ce qu'à gauche on veut vraiment l'égalité ? La justice, oui, l'équité, carrément, la solidarité, la protection, tout ça. Mais l'égalité, c'est quand même un peu surfait. On en avait parlé dans l'épisode 9 sur les féminismes. Et à droite, ils veulent vraiment la liberté ? On vit dans un monde de droite là, donc ça, on va pouvoir le vérifier, on devrait se sentir vachement libre. Vous vous sentez libre, je sais pas moi, de critiquer le gouvernement, refuser d'obtempérer, manifester, marcher dans la rue en jupe, exprimer votre genre sans danger, utiliser des points médians ? Oui, non, c'est bien ce que je me disais. Autre point où on ne se sent pas libre, et on retombe sur nos histoires de salaire à vie, c'est qu'on n'est pas libre de choisir de ne pas travailler. On parle parfois d'esclavage salarié. Bon, j'avoue que je suis pas hyper à l'aise avec l'emploi du terme esclavage ici, mais bon, c'est le terme employé, et le principe reste important à questionner. Tu as le droit de choisir ton patron, mais pas de ne pas avoir de patron, à part pour les quelques rentiers qui, justement, ont besoin qu'on bosse. Tu ne peux pas choisir de ne pas bosser à temps plein, parce que tu as besoin de toucher un plein salaire pour pouvoir tout payer, avoir ton indépendance financière. Avec tout ce que je viens de te dire, je commence à me demander si finalement, ce ne serait pas plutôt la gauche qui promeut la liberté. Ou alors, est-ce que la liberté, c'est surfait ? Vous avez 4 heures, à vous de travailler maintenant. Donc voilà pour cette réflexion sur le travail. Un épisode qui m'a demandé beaucoup de travail. Oui, ça va, c'était facile. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. En tout cas, pas comme il faudrait. J'espère que ça te donnera envie de creuser, de gratter ce qu'il y a derrière quand on te balance des formules toutes faites. Par exemple, quand on t'incite à séparer vie pro et perso, et que ces sphères de vie sont séparées géographiquement dans les plans d'urbanisme. Ça non plus, ça n'est pas anodin. Ouais, comme tu le vois, j'aurais pu continuer tout ça encore longtemps, mais je vais te laisser digérer toutes ces idées
et je te dis à la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode un article du Cairn.info sur l'étymologie de travail, l'entretien de Bernard Friot au Salon de l'Opium, Repenser le travail, qui est sur YouTube. Si tu n'as pas le temps, une vidéo qui résume l'idée de salaire à vie, Nos chers contemporains par Usul, qui date un peu mais qui reste tout à fait d'actualité. Une révolution intérieure, Repenser l'estime de soi, de Gloria Steinem. Et un psaume pour les recyclés sauvages, de Becky Chambers. Voilà pour l'épisode du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Ce podcast est réalisé bénévolement, donc tu peux le soutenir en faisant un don sur Tipeee si tu peux te le permettre. Ça m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres et des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en l'envoyant dans les étoiles, 5 de préférence, et en le faisant voyager autour de toi. Merci beaucoup!